merci pour votre présentation, merci à Anne-Claude pour son invitation, c'est elle qui m'avait contacté, donc je vais juste réinsister sur quelque chose que Madame Renard vient de dire. Je ne suis pas un auteur de bande dessinée professionnel, hein, je suis un historien. Pendant 20 ans d'ailleurs, je n'ai écrit que des gros livres d'histoire sans images. Et puis, depuis une quinzaine d'années, effectivement, je me suis mis à faire de la bande dessinée. D'abord, dans le cadre de cette grosse collection, l'histoire dessinée de la France, qu'on finira l'an prochain, une histoire qui nous aura pris 10 ans. Et ensuite, dans le cadre de cette seconde collection, La Découverte, un éditeur en sciences humaines et sociales, Delcourt, un éditeur de bande dessinée, qui se sont associés pour proposer des livres de sciences humaines et sociales en bande dessinée. Et qui m'ont proposé, comme j'avais l'expérience de l'histoire dessinée de la France, de diriger à nouveau cette collection. Ça, ce sont tous les volumes qui sont parus actuellement. Il y en a une quinzaine qui sont en cours de préparation. Donc, comme j'avais dit à Anne-Claude, j'attire son attention sur Résistance queer, qui est en fait une histoire des cultures homosexuelles en France depuis le milieu du XIXe siècle, puisqu'il va y avoir un événement consacré à ça ici. Le dernier qui vient de sortir, on le doit à l'anthropologue Frédéric Keck et à la dessinatrice Héloïse Chauchois. C'est une histoire des zoonoses, depuis donc, un problème qui s'accélère depuis une cinquantaine d'années. On a en tête le Covid, mais c'est loin d'être la seule zoonose qui nous a frappés ou qui nous menace. Donc le principe de cette collection, c'est toujours le même que celui de l'histoire dessinée de la France, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, il y a une ou deux exceptions, mais dans l'immense majorité des cas, c'est de forcer un universitaire spécialiste de son objet à travailler avec un auteur ou une autrice de bande dessinée. C'est-à-dire de demander aux universitaires d'être des scénaristes, ce qu'ils ne savent pas faire. Donc on les associe en général avec un auteur de bande dessinée ou une autrice qui a aussi l'expérience du scénario, mais enfin c'est à eux de produire le scénario. Notre grand succès de ces derniers mois, ce sont les Sentiers d'Anahuac, qu'on doit à Romain Bertrand et à Jean Guittard, qui est une interrogation sur le remords qui a saisi les Espagnols au lendemain de la conquête du Mexique et la façon dont ils s'y sont pris pour façonner ce qu'on appelle aujourd'hui le Codex de Florence, c'est-à-dire cet énorme codex qui est conservé à Florence et qui a rassemblé ce qu'on pouvait rassembler de l'ancienne civilisation mexicaine au lendemain de sa destruction. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en tant que directeur de collection responsable, je me suis moi-même obligé à produire un livre pour montrer déjà aux collègues qu'on pouvait le faire même si on n'était pas scénariste de bande dessinée. Donc ces crieurs du crime, qui sont à peu près sur ma période de prédilection. Moi je suis un historien du 19e siècle, mais ce 19e siècle il va jusqu'au moins à la Première Guerre mondiale. Et pour vous le raconter récemment, et poser les principes du récit à partir des images de Hugues, que j'essaierai quand même de décrire ou d'analyser, même si Hugues Nicole n'est pas là. Donc pour faire vite, hein, ça commence ici, c'est-à-dire à Bataclan, comme on disait à l'époque, on ne disait pas au Bataclan. C'était une salle de spectacle qui datait du Second Empire, qui était inspirée d'une opérette d'Offenbach qui mettait en scène une Chine un petit peu imaginaire. Et vous voyez à quoi ça ressemblait à l'époque, hein, le Bataclan. Il y avait des petites décorations chinoises. Aujourd'hui, le Bataclan, ça ressemble à ça. Pardon, à l'époque, ça ressemblait à ça, et aujourd'hui, ça ressemble à ça. On a fait disparaître un petit peu toutes les fioritures chinoises. Or, en 1907, donc Bataclan, aujourd'hui, en plus, quand on en parle, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, on pense surtout à une histoire horrible. Mais il se trouve qu'en 1907 aussi, puisqu'en 1907, une petite fille de 10 ans, Marthe Erbelding, disparaît à l'occasion d'une représentation qu'elle était allée voir l'après-midi, on dit en matinée, à Bataclan. Et très très rapidement, les journaux se jettent sur cette affaire. Ça commence le 5 février, la petite fille disparaît le 5 février. Et d'une certaine façon, ça s'achève, en tout cas c'est comme ça qu'on a construit l'histoire, le 14 février, lorsque, après avoir retrouvé le corps de la petite Marthe,
on l'enterre dans l'église Saint-Ambroise, qui se trouve pas très loin d'ailleurs du Bataclan, à Paris, devant une foule de peut-être 50 000 personnes. C'est quelque chose, voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'église Saint-Ambroise. Voilà une carte postale de l'époque, met en scène les obsèques de la petite Marthe. C'est un fait divers extrêmement important. Donc nous, le principe du récit, ça a été de partir de la disparition de la fillette et de nous arrêter à l'enterrement pour essayer de resserrer avec une forme d'unité de temps, d'une dizaine de jours, et d'unité de lieu, puisque tout se passe à Paris, et même assez singulièrement dans le 11e arrondissement de Paris, cette histoire-là. Cette histoire qui fait la une de la presse. Et qui s'inscrit dans un dispositif un peu plus général, c'est-à-dire qu'en 1907-1908, on a énormément de faits divers à la une des journaux. Je veux dire, on en avait avant, bien entendu, mais on en a beaucoup plus en 1907-1908. C'est extrêmement spectaculaire, ça a été étudié par des historiens spécialistes qui ont fait des graphiques. On voit vraiment une explosion du nombre de faits divers criminels à la une en 1907. Donc là, il n'y a que deux solutions, si vous êtes historien, pour expliquer ça. Soit en 1907, on a assassiné beaucoup plus de gens en France, et les journaux se font l'écho de ce qui se passe dans la société, soit il y a une autre explication. Évidemment, il y a une autre explication, ce n'est pas la peine de faire durer le suspense, c'est qu'en 1907, on a un projet d'abolition de la peine de mort, qui est porté par le président Fallières, qui est un ancien avocat et qui est un abolitionniste, c'est-à-dire un militant de l'abolition de la peine de mort, et que le Premier ministre de l'époque, on disait président du Conseil, Georges Clemenceau, s'engage à porter à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment simultanément à ça qu'on voit exploser le nombre de faits divers criminels à cette époque-là. C'est en ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Renard. C'est la naissance de quelque chose que l'on connaît aujourd'hui. Ça porte un nom qu'on n'a pas encore à l'époque, mais on peut appeler ça le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire non pas le sentiment d'insécurité que vous pouvez ressentir quand vous traversez une forêt la nuit et qui est bien justifié, c'est le sentiment d'insécurité en tant que c'est un thème politique. Pour qu'il y ait une utilisation sociale du sentiment d'insécurité, il faut deux choses. Il faut d'une part un système démocratique qui fait que c'est une grande masse de la population qui élit les représentants. Alors, il n'est pas du tout démocratique ce système de 1907, parce que comme vous le savez, les femmes ne votent pas. Mais en tout cas, il est plus censitaire. Et puis l'autre chose qu'il faut, c'est un système médiatique moderne, avec des journaux qui, à l'époque, les journaux quotidiens de France, à l'époque, tirent tous les jours à 9 millions d'exemplaires chaque jour. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet. C'est le principal, ce sont les médias de masse de l'époque. Et c'est ça qui fait qu'on comprend pourquoi est-ce que le sentiment d'insécurité naît à cette époque-là, parce que ce que vont faire les grands patrons de presse, c'est tenter d'intervenir dans le débat public en faisant en sorte que la population elle-même, informée par la presse, puisse s'opposer à un projet aussi délétère pour la société que l'abolition de la peine de mort voulue par Fallières et Clemenceau. Donc c'est ça qu'on raconte. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce fait divers-là? Il y en a d'autres, évidemment, à l'époque. C'est sans doute le plus important. Il est resté dans les mémoires sous le nom d'affaire Soleillant, le nom de l'assassin. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire-là, nous, plutôt qu'une autre? C'est parce que il y a toutes les étapes qui se passent pendant ces 10 jours. Recherche de la petite fille, découverte du corps au passage à la consigne de la gare de l'Est dans un sac, parce qu'à Paris en 1907, en février 1907, il fait beau mais il fait très froid, et ce qui évite que le corps se décompose quand il est à la gare de l'Est, et même si ça sentait pas très bon, c'est pas si grave, parce que de toute façon, gare de l'Est, il y a toute la viande qui part pour les soldats qui sont en train de surveiller la ligne de débauche. Mais surtout, et donc on trouve ça, on identifie l'assassin, il finit par avouer, et au moment des obsèques, il n'est pas encore condamné, mais on ne doute guère du fait qu'il sera condamné. La question c'est, va-t-il être condamné à mort ou pas? Et s'il est condamné à mort, va-t-il être gracié par le président Fallières, qui gracie systématiquement les condamnés à mort ou pas? Nous on s'arrête là, et on raconte ensuite, dans quelques doubles pages qui concernent nos personnages, la suite.
Et la suite, en fait, on la connaît, c'est-à-dire que Vallière va gracier Souriant, et le principal journal quotidien de l'époque, qui s'appelle Le Petit Parisien, qui s'appelle Le Petit Parisien, mais qui était plus vendu en province qu'à Paris, ce Petit Parisien lance un grand référendum pour ou contre la peine de mort auprès de ses lecteurs. Il y a 1 300 000 personnes qui votent, qui envoient un courrier au Petit Parisien, et sur ces 1 300 000 personnes, 1 100 000 personnes disent qu'ils sont pour la peine de mort. À l'époque, les partisans de la peine de mort, on les appelle les rétentionnistes. Et c'est comme ça que finit cette histoire, que donc on raconte sommairement à la fin, par les petits cartouches, comme ça, mais qui justifie qu'on se soit intéressé à l'affaire Soler. Parce que, par rapport à tous les autres faits divers, celui-là, il a pour effet de ce référendum du Petit Parisien, qui a d'ailleurs un effet immédiat, hein, c'est-à-dire que le projet d'abolition de la peine de mort voulu par Clémenceau n'arrive même pas à l'Assemblée nationale. Et ça faisait un moment qu'on en parlait, on le dépose même. Donc c'est cette histoire qu'on raconte. Cette histoire est là pour cadre Paris en 1907, et le dessinateur Hugues s'est vraiment régalé à essayer de représenter Paris en 1907. Donc la technique de Hugues Nicole, c'est de l'aquarelle rehaussée de gouache, et il essaie de donner à voir ce que peut être ce Paris, qui pour une part ressemble au Paris d'aujourd'hui, bien entendu, c'est le Paris post-haussmannien, mais il s'agit de montrer qu'est-ce que c'est que les rues à Paris à l'époque. Ce sont des rues saturées d'affiches. Rimbaud, déjà dans les années 1870, parlait du ruissellement d'affiches à propos de la ville de Paris. Ce sont des rues où il y a encore des charrettes à bras, des omnibus à cheval, mais aussi les premières automobiles. Ce sont des rues que Hugues essaie de représenter aussi avec la couleur qu'elles pouvaient avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ces grands immeubles haussmanniens, ils sont gris, parfois même ils sont gris sales. À l'époque, il faut s'imaginer que quand on avait un journal comme Le Matin, que vous avez en bas à gauche, le patron du Matin avait fait repeindre la façade en rouge pétant, parce que la façade valait publicité pour le journal, évidemment. Il existait à l'époque, et c'est ce que dit notre personnage là-haut, il existait à l'époque, alors voilà à quoi ça peut ressembler, il existait à l'époque un quartier de la presse à Paris, qui était au niveau des grands boulevards, un peu au nord de la Poste du Louvre, et qui était là-bas précisément parce qu'il y avait la Poste du Louvre. Enfin, si vous imaginez ce que c'est que l'histoire de la culture et de l'information à Paris, avant c'était le quartier latin, qui a longtemps resté le quartier des éditeurs, le quartier de production des livres, au sud de la Seine, et à partir du début du XIXe siècle, on passe au nord de la Seine, rive droite, parce qu'il y a la Poste du Louvre, bientôt les télégraphes, la bourse, qui est une information essentielle, et c'est dans ce cadre-là que les journaux viennent s'agglutiner dans cette espèce de quartier incroyable qui concentre la totalité des journaux de l'époque autour de, ça doit vous parler, la rue du Croissant, où Jaurès lui-même, en 1904, installe le journal, enfin pas tout de suite, il crée le journal L'Humanité, puis il l'installe peu de temps après rue du Croissant, là où il finit par être assassiné à la fin du mois de juillet 1914. Alors nos personnages essaient de mettre ça en scène, en s'amusant du fait que le Petit Parisien disait être le plus fort tirage du monde entier, ce qu'il était. C'est plus d'1 million d'exemplaires quotidiens du journal, ou encore d'expliquer ce que c'est que ce quartier de la presse, la poste centrale, l'agence Havas, les centraux téléphoniques, les crieurs du crime, partout, enfin, ces crieurs qui vendent le journal à l'unité, et qui jouent un rôle très important dans cette naissance du sentiment d'insécurité. Comment ça marche, les crieurs? Juste, les personnages expliquent plus de 3000 crieurs rien que pour le petit journal à Paris. Il faut imaginer le bruit que ça fait dans la ville. Comment ça fonctionne, ce truc-là? Jusque dans les années 1860, les journaux, on les vend par abonnement.
C'est des abonnements très variés, ça peut être des abonnements à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, ça peut être des abonnements à plusieurs, des abonnements des cabinets de lecture. Vous pouviez même à l'époque vous abonner au journal du lendemain, c'est-à-dire à ce qui restait, ça coûtait moins cher, évidemment vous ne lisez pas le jour même. Et déjà à l'époque, les patrons de presse, à partir des années 1830, se demandent comment fidéliser les lecteurs avec l'abonnement, et ils trouvent un truc assez vite. Ils inventent le roman feuilleton. Puisque si vous lisez le journal des débats, du coup, vous lisez Les Mystères de Paris de Gensu ou les romans d'Alexandre Dumas. Et à l'époque où ça se vend par abonnement, ça se tient. Normalement, vous achetez votre journal, vous abonnez à votre journal à cause de sa couleur politique. Mais en fait, à partir du moment où vous allez avoir Gensu, Alexandre Dumas, vous allez aussi prendre les Paul Féval, vous allez aussi prendre les journaux en fonction du roman feuilleton. Mais parce que le roman feuilleton, ça s'étend sur plusieurs années. Les Mystères de Paris, c'est de 1839 à 1842. Donc vous renouvelez votre abonnement pour pouvoir continuer à suivre les Mystères de Paris. À partir de des années 1860, et même c'est très datable d'ailleurs, à partir de 1863, avec la création du Petit Journal par un ami de Napoléon III, qui s'appelle Moïse Millot, Moïse Millot obtient l'autorisation de vendre le journal au numéro dans la rue. C'est avec lui que vont arriver les crieurs. Il le fait parce que Napoléon III lui demande, en échange de cette faveur, de ne pas parler de politique. Ne pas parler de politique, comme vous le savez, c'est en fait soutenir le gouvernement. Donc c'est ce mécanisme-là qui est mis en place en 1863, donc avec les premiers journaux vendus au numéro. Et à partir de la chute de l'Empire, en 1870, c'est ce modèle qui va se développer et qui est sans doute à son apogée en 1907, enfin, à la veille de la Première Guerre mondiale. Or là, ça change, l'acte d'achat. Et vous allez évidemment plutôt acheter encore un journal qui est de votre bord politique, sauf qu'à ce moment-là, les journaux ont bien compris que plus ils sont à gauche, plus ils perdent les lecteurs de droite, plus ils sont à droite, plus ils perdent les lecteurs de gauche. Donc ils restent dans une voie relativement médiane, celle dont la télévision a hérité avec les journaux de 20 heures, par exemple. Et surtout, tous les jours, il faut donner à l'acheteur, c'est-à-dire aux passants dans la rue qui croisent les crieurs, une bonne raison d'acheter le journal. Ça ne peut plus être le roman feuilleton, il y en a encore à l'époque, mais c'est moins important, parce qu'il faut sortir son sou, comme on disait, c'est-à-dire une pièce de 5 centimes, c'est-à-dire la plus petite pièce qui vaut de l'argent que vous pouvez avoir dans votre poche, et vous voyez passer le crieur, il vous crie quelque chose d'exceptionnel, vous prenez votre sou et vous achetez le journal. Et c'est la véritable naissance du sensationnalisme, puisqu'il faut une nouvelle sensationnelle pour provoquer l'acte d'achat. Ce n'est pas le seul média de l'époque, ce ne sont pas les seuls médias de l'époque. On essaie de mettre en scène ça aussi à un moment. Il y a un autre médium très important dans ces années-là qu'on a un peu oublié, c'est la chanson. Ah oui. Avec les crieurs, il y a aussi des chansonniers. Donc ça, c'est celui qui chante à l'époque la complainte de la pauvre Marthe, qui est immédiatement écrite au lendemain de la découverte de l'assassinat de la fillette. Et ces chanteurs chantent dans la rue, en général sur des airs à la mode de l'époque, des textes qui sont des textes d'actualité. Nous, on a mis que la complainte de la pauvre Marthe parce que c'est la plus importante, mais à l'époque, il y a une douzaine de chansons qui sont écrites comme ça, et donc vous entendez le chanteur, et vous lui achetez, pareil, pour 1 sou, le texte, souvent illustré, de la chanson. Donc voilà ce qu'on essaie le contexte un petit peu. Alors, par rapport à tout ce que j'avais fait en bande dessinée avant, et par rapport à mon éthique d'historien, je me suis engagé cette fois-ci dans une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que j'ai voulu créer des personnages. Je suis même parti du principe qu'on n'allait pas montrer Falière, on n'allait pas montrer Clémenceau, on n'allait pas montrer le ministre de la Justice, Guillaume de Seigne, on n'allait pas montrer encore moins l'assassin, encore moins la petite fille, on n'allait pas montrer Jaurès, tous les gens qui sont intervenus, on allait créer des personnages, et ce sont ces personnages fictifs qui allaient nous raconter, dans ce Paris, là, sur 10 jours, non seulement le fait divers lui-même, mais par un artifice
un peu fictionnelle toutes les interprétations historiques et politiques qu'on peut faire de cette affaire Soler. Alors ces personnages, ce sont notamment, on les a déjà vus, ces deux reporters de l'époque. On disait reporters, il ne faut pas croire que c'était des gens, c'était pas des stars. Les stars du reportage, elles arrivent un peu après. Elles vont arriver plutôt dans l'entre-deux-guerres, avec Albert Londres, Joseph Kessel, Henri Béraud, des gens célèbres qui signent leurs articles et que les journaux s'arrachent. À l'époque, on les appelle aussi des faits diversiers ou des petits reporters. C'est des gens qui ne gagnent pas si bien que ça leur vie et qui sont un peu d'ailleurs méprisés par les stars de la profession du journalisme de l'époque, qui demeurent les auteurs de romans feuilletons, les chroniqueurs, les auteurs des premiers paris, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des éditoriaux. Donc ces deux petits personnages, ils étaient intéressants parce qu'ils pouvaient prendre en charge le discours que la presse pouvait tenir sur cette affaire Soler. Les deux personnages principaux, c'est un jeune couple qui s'apprête à partir en voyage de noces au début du livre. Marguerite et Valentin. J'ai essayé de les faire ressembler le plus possible à ce que pouvait être un couple à l'époque. Donc Marguerite a 22 ans, Valentin en a 30. 8 ans, c'est l'écart au mariage à l'époque, entre les hommes et les femmes. Valentin, c'est un féliversier, mais il a 30 ans, donc c'est déjà un vieux féliversier. Donc c'est quelqu'un qui a un peu le sentiment d'être un raté et qui ne va pas y arriver dans la vie à partir de son métier. Et c'est vrai, les féliversiers de la belle époque, c'était compliqué pour eux. Et sa femme, du coup, j'en ai fait un personnage un peu bête. Pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, vous voyez. Par contre, sa femme, elle, qui a 22 ans, dont on ne connaît pas la profession, et qui en a sans doute pas, comme beaucoup de femmes à l'époque, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas, ça veut dire qu'elle n'a pas de salaire. Elle, j'en ai fait un personnage plus intelligent, plus vif, plus cultivé, et qui correspond aussi à une réalité de 1907, c'est-à-dire féministe, au sens où le féminisme existe et a gagné son nom même depuis une vingtaine d'années. On peut toujours dire que le féminisme existe depuis beaucoup plus longtemps, bien entendu, mais en tant que mouvement politique identifié avec un nom, ça fait une vingtaine d'années. À ces gens-là, j'ai adjoint un autre couple. Donc là, le moustachu, c'est Valentin. Celle qui a 22 ans qui le dit, c'est Marguerite. Et leur interlocutrice s'appelle Léonie. Elle est plus âgée et elle est dessinatrice. Et ça, c'était important pour moi d'avoir un personnage comme ça, parce qu'en 1907, les procédés de reproduction photomécanique ne sont pas encore au point. Donc, dans les journaux, non, ça commence, hein, on a commencé avec la guerre russo-japonaise en 1904-1905, mais dans les hebdomadaires. Dans les journaux quotidiens en 1907, il n'y a toujours pas de photos. Donc, si on veut des images, il faut des dessins. Soit des dessins qui sont faits d'après photographie, mais vous voyez bien que dans le cas d'un crime, c'est compliqué. Le photographe est rarement là au moment du crime, donc on est obligé de redessiner les crimes. Des dessins, donc on sait très bien comment ça marchait à l'époque. Hein, ces dessinateurs dessinaient sur un papier, puis ensuite le papier était donné au graveur, qui reproduisait le dessin sur un bloc de bois, puis on gravait le bloc de bois, on mettait de l'encre, on imprimait les feuilles dessus, et c'est comme ça qu'on pouvait avoir de la presse illustrée. C'est un procédé qui est en place depuis le début du XIXe siècle. C'est bientôt fini. D'ailleurs, elle le dit, Léonie, à un moment dans la bande dessinée, c'est bientôt fini, parce que bientôt, les procédés de reproduction photomécanique seront au point, on le sent, ça va arriver, ça arrive d'ailleurs dès 1911. Et ça va être un des plus grands plans sociaux de l'histoire de France. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous les graveurs sont au chômage. Parce que d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile de travailler à partir de photographies.
et ça c'est un problème que j'ai eu parce que je suis historien et que je n'aime pas tellement inventer des histoires, je préfère dire exactement ce qui s'est passé. Mais il faut quand même que les personnages, ils évoluent, que le lecteur s'attache un peu à eux, qu'il arrive des choses. Donc, Léonie, elle a un problème. Valentin, il a un problème qui est un problème d'époque, c'est qu'il est insatisfait par son métier parce qu'il a 30 ans. Marguerite, elle a un problème qui est un problème d'époque, c'est la place des femmes dans la société. Léonie a un problème d'époque, c'est que son métier va bientôt disparaître. Puis elle a un autre personnel, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. En tout cas, on le croit. Je ne spoil pas, mais ça va s'arranger. Et elle est bretonne. Elle est elle-même mariée avec quelqu'un qui est sans doute plus âgé qu'elle, elle est sans doute elle-même plus âgée que les deux autres, qui s'appelle Armand. Et lui, j'en avais besoin parce que je voulais un rétentionniste. Quelqu'un qui puisse défendre le point de vue selon lequel la peine de mort, c'est utile à la société. Donc, c'est le barbu que vous avez là-haut. Donc là, ils sont en train de discuter de ça. Hein. Les journaux apprennent à reproduire les photographies. Bientôt, ils n'auront plus besoin d'artistes dans mon genre. Nous serons mis au chômage et les graveurs avec nous. C'est exactement ce qui va se passer. Il te faudra trouver autre chose, ou pas, dit Armand, qui trouve qu'une femme, ça n'a pas nécessairement besoin de travailler. Hein. Surtout quand lui, il est médecin, donc il a les moyens d'entretenir. Mais si, dit Marguerite, on aura toujours besoin de dessins. Regarde ce journal lancé il y a 2 ans, La Semaine de Suzette. Je l'ai lu, oui, dit Léonie. Il y en a plein d'autres qui se créent ces temps-ci, ils sont en train de révolutionner les histoires dessinées pour enfants. J'aime bien leur personnage de Bécassine, dit Léonie. Et j'avais demandé à Hugues, d'ailleurs, dans une case précédente, dans une grande case où on voyait des petits Parisiens, une petite fille qui lit La Semaine de Suzette, qui a été créée en 1905, avec le petit personnage de Bécassine qu'on voit là. Et Marguerite, qui est un peu féministe, dit qu'on voit bien que c'est un homme qui a créé le personnage de Bécassine, parce qu'une femme n'aurait pas ni une bouche. Si vous avez le personnage de Bécassine en tête, elle n'a pas de bouche. Donc voilà, on essaie de représenter cette époque-là, cette époque où le téléphone vient d'arriver, cette époque aussi où, comme le dit très bien Armand, qui donc est plutôt réactionnaire, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, Valentin, je pense que Léonie a un talent prodigieux, d'ailleurs il est bon que les femmes dessinent, qu'elles jouent de la musique aussi, ce qui était le discours conservateur du XIXe siècle. C'est-à-dire en gros, évidemment les femmes dessinent, et même on leur recommande vivement. Les médecins en particulier le leur recommandent parce que, disent-ils, ça permet aux femmes de fixer leur attention sur quelque chose qu'elles sont en train de faire. On leur recommandait aussi la pratique de l'herbier, par exemple, puisque ce que les médecins craignaient de la part des femmes, c'était qu'à ne rien faire, elles se laissent entraîner aux vagues de l'imagination, et que le vague de l'imagination, bah, évidemment, c'est ce qui a emmené Madame Bovary, par exemple, à l'adultère. Donc, que les femmes dessinent, c'est une chose entendue. Qu'elles illustrent, qu'elles fassent des illustrations pour la presse, pardon, ça c'est autre chose. Et pour une raison d'ailleurs qu'eux ne développent pas, mais qu'on peut développer, c'est que, Vincile, il le dit dans la case d'après, c'est que ce qu'on n'aime pas trop, c'est que si vous êtes illustratrice pour la presse, ben vous travaillez avec un patron de presse, vous travaillez avec l'auteur de l'article que vous illustrez, vous travaillez avec le graveur qui va ensuite transformer votre dessin, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes en contact avec des hommes. Et c'est ça qui gêne en milieu bourgeois. Pas tellement le fait de, enfin pas du tout le fait de dessiner, et même à la limite pas tellement le fait d'avoir un métier, mais le fait d'avoir un métier qui vous met en relation avec des hommes. Donc on essaie d'être bien dans l'époque, hein, à chaque fois, ce qui nous permet de faire des blagues, puisque quand ils finissent quand Léonie finit par tomber enceinte, Armand dit, si c'est un garçon, nous l'appellerons Adolphe. Donc Marguerite dit oui, et si c'est une fille, nous verrons bien. Mon père s'appelle Adolphe, dit Armand, Adolphe c'est indémodable. Ce qu'on pouvait croire en 1907, évidemment. Et ou alors on essaie d'utiliser des expressions de l'époque, peut-être vous connaissez encore, mais qui ont un peu disparu. Quand ils sont à table, par exemple, et que Léonie, parlant du jeune couple, dit « Allons Armand, tu sais bien que nos amis ont fêté depuis longtemps Pâques avant les rameaux », ce qui voulait dire à l'époque avoir des relations sexuelles avant le mariage.
C'est mignon. C'est mignon. Et donc on essaye comme ça aussi, comme avec le cas de Bécassine, parce qu'une partie de ces dessinateurs qui vont être mis au chômage assez rapidement, une fois qu'il y aura de la photo dans le journal, vont se reconvertir dans autre chose, et précisément dans le livre illustré, et précisément dans la bande dessinée, ou la proto-bande dessinée, comme Bécassine. Donc ces deux personnages de petits reporters là, qui nous servent quand même à raconter l'histoire, et on peut en faire les ancêtres des Dupont, hein, à plusieurs reprises, et il y en a un qui dit, comme là, trop tard mon vieux, dis donc tu as du mal à être à l'heure, toi je dirais même plus, tu es doué pour être en retard, donc ce je dirais même plus, on comprend, on est dans une histoire qui nous ramène à Tintin, et Tintin c'est pas n'importe quoi, puisque c'est le premier reporter de la bande dessinée. Alors, dans tout ça, ces personnages, ils nous servent à raconter une histoire générale, qui est l'histoire de la presse et du fait divers, qu'on peut pour partie raconter, je n'en prive pas d'ailleurs, et pour partie montrer, puisqu'il s'agit de montrer ce que c'est que ces rues de Paris quand les crieurs sont là, hein, un nouveau Bénéclou, le monstre a tout avoué, lisez le petit Parisien, Soleil a assassiné la petite Marthe, parce que quand le fait divers sort, en 1907, c'est comme ça qu'on le présente, un nouveau Bénéclou. Mais Bénéclou, c'est... Rarement on s'en souvient. J'avais 13 ans, c'était en 1880, une histoire atroce, et comme ils sont à table, ils en profitent pour raconter l'histoire. C'était une histoire tout à fait atroce, parce que quand on a arrêté Bénéclou, un des grands faits divers, un des premiers grands faits divers sanglants, donc en 1880, il était en train d'essayer de faire disparaître le corps de l'enfant qu'il avait tué, et quand il est arrêté, il a encore les membres dans les poches. Et Bénéclou est important parce qu'à l'époque, mais je vais vous montrer tout à l'heure, ça a retenu l'attention d'Émile Zola. Donc voilà, on essaie de montrer ça. Effroyable révélation de l'autopsie, la fillette a subi les pires tortures, un couteau et un poinçon retrouvés. Lisez le petit Parisien, parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Ces crieurs, enfin ces journaux, qui sont obligés de trouver un truc sensationnel tous les jours, à faire crier à leurs crieurs, et ben on s'est rendu compte assez vite que le récit de crime, c'était le meilleur. Alors on peut toujours dire, ça c'est une interprétation un peu psychanalytique, que moi j'aime pas trop, parce que je suis historien, qui consiste à dire que ça agite en nous ce qu'il y a de plus bas, et ce qu'il y a de plus sale, et que finalement c'est notre esprit voyeur qui fait qu'on aime ça, peut-être. Mais il y a une raison qui est beaucoup plus efficace, qu'on voit là, c'est que le récit de crime, il permet de faire un feuilleton. Vous faites une première une quand la fillette a disparu, vous faites une deuxième une quand on trouve le corps, vous faites une troisième une quand on trouve l'assassin, vous faites une quatrième une quand il y a l'affaire d'autopsie, et comme ça, de une en une, vous tenez jusqu'à la décapitation de l'assassin. Ce qui fait que le premier fait divers moderne, dit-on, et je suis sûr que c'est vrai, il date de 1869-70, c'est ce qu'on appelle l'affaire Tropman, ou l'horrible crime de Pantin. Parce que c'est la première fois qu'on a ce petit journal qui, depuis 1863, est vendu au numéro, et qu'on a ce truc incroyable, hein, parce que c'est une histoire à rebondissement. Toute une famille qui a été assassinée, donc à Pantin. On trouve les corps, mais on ne trouve pas celui du père. Donc très très vite, évidemment, c'est le père l'assassin. Donc on le cherche, et puis en fait, au bout d'un moment, on trouve le corps du père. Donc bah, c'est plus le père l'assassin. Donc finalement, on va trouver Tropman, et de rebondissement en rebondissement, on va suivre ça jusqu'à l'exécution de Tropman en janvier 1870. Ce jour-là, le petit Parisien tire à 600 000 exemplaires. Jamais un journal n'avait tiré autant. Et parce qu'en fait, les gens avaient suivi ça, un peu comme un feuilleton, et un feuilleton d'autant plus intéressant qu'il est vrai, et qu'on ne connaît pas la fin, puisque ça dépend de l'enquête de police, de l'enquête de justice et du tribunal. J'avais demandé à Hugues, sur la vignette, de mettre un pigeon. D'une part, parce qu'il y a des pigeons à Paris, bien sûr, et d'autre part, parce qu'on prend un peu les lecteurs pour des pigeons, quand on essaie de les faire suivre comme ça. Alors, et ils expliquent, hein, à E4, les 4 grands journaux, qui sont à l'époque le Petit Parisien, le Petit Journal, le Journal et le Matin. À E4, c'est presque 4 millions d'exemplaires vendus tous les jours. La belle affaire, dit Marguerite, mais c'est une belle affaire, justement. À 5 centimes le numéro, ça rapporte des fortunes.
tu additionnes l'invention des rotatives et la loi sur la liberté de la presse, et tu obtiens un nombre de journaux jamais vu dans l'histoire. Et Marguerite corrige, hein, des rotatives, la liberté et le crime. Les rotatives, c'est très important parce que c'est ce qui explique l'affaire Troppmann. Les rotatives, elles arrivent en France en 1866. Sans les rotatives, on ne peut pas tirer, même pas à 100 000 exemplaires en fait. Donc encore moins à 1 million d'exemplaires. Avant, c'est des presses normales, parfois des presses à vapeur, mais enfin qui limitent tout de même le tirage d'un journal quotidien à 50 000 exemplaires. Avec les rotatives, on peut faire très différemment. Donc tout ça est réexpliqué, notamment par les personnages intelligents, c'est-à-dire les personnages cultivés. Marguerite pour le côté progressiste et Armand pour le côté réactionnaire. Entre les rotatives en 1866 et la loi sur la presse en 1880, il y a eu l'affaire Troppmann en 1869, dont je vous parlais, même moi je le sais. L'abominable crime de Pantin, toute une famille massacrée, le petit journal s'est régalé, c'est là que les patrons de journaux ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans le crime. Décrire le cadavre, raconter l'enquête, montrer les victimes, assister à l'exécution, c'est bien mieux que le roman feuilleton. On peut aussi montrer ce qui se passe à l'époque, hein, dans ce monde de la presse, où là c'est le patron qui parle. C'est ça le journalisme aujourd'hui, mon petit Valentin, trouver des informations nouvelles, inouïes. Je crois que les Américains appellent ça un scoop. Alors c'est vrai, à l'époque les Américains appellent ça un scoop, pas les Français. Mais on considère, les historiens de la presse considèrent que le premier scoop de l'histoire de la presse en France, il date précisément de 1907. Il n'a rien à voir avec notre affaire. Ça concerne Gaston Leroux, qui par ailleurs en 1907 crée le personnage de Rouletabille, qui est le premier reporter héros de roman. Et Leroux, en 1907, a une idée astucieuse. On attend le retour d'une expédition de l'Antarctique, l'expédition d'Anskød, et qui doit arriver à Vigo, en Espagne, sur le port de Vigo. Et lui, comme il sait qu'en fait ils vont faire une halte aux Açores, il prend un bateau pour les Açores et il grille toute la concurrence, et il est le premier à raconter l'expédition dans l'Antarctique. Et cette idée, peut-être le premier sur le coup, de faire un scoop, comme on dit aujourd'hui, c'est 1907. Mais on peut tout à fait s'agacer, comme le Valentin, qui a un peu évolué, notamment sous l'effet de sa femme intelligente. À la fin du roman, il se retrouve devant son patron, que sa femme surnomme le Père Lachaise. Il s'appelle Lachaise. Elle le surnomme le Père Lachaise parce qu'il met les cadavres plein son journal. Un scoop vraiment, la belle affaire. Regardez donc, depuis l'assassinat de la petite Marthe, les journaux écrivent tous la même chose. Le fait divers criminel, c'est le contraire du truc. Y en a-t-il un qui a trouvé un scoop, comme vous dites? Non, par contre, c'est à qui détaillera le mieux les aspects les plus odieux du crime. Ah, il est beau le reportage, qu'on ne compte pas sur les grands journaux pour chercher la vérité. On l'a bien vu lors de l'affaire Dreyfus. Aucun d'eux n'a pris parti. Ils avaient peur de perdre des lecteurs, et c'est vrai. Les journaux au moment de l'affaire Dreyfus, au début, les grands journaux, ils étaient vaguement anti-Dreyfusards, mais vaguement, parce que le public était vaguement anti-Dreyfusard. Ensuite, ils sont devenus vaguement Dreyfusards au fur et à mesure que l'affaire a avancé, mais aucun d'eux n'a envoyé de reportage pour essayer de savoir ce qui s'était vraiment passé. C'est aussi l'époque où apparaissent les interviews. Depuis le lancement du Matin, il y a 20 ans, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, interview, interview, interview. On considère en France que l'interview est arrivée en 1884, précisément avec le journal Le Matin, et au départ plutôt sous la forme de l'interview d'écrivain. Mais c'était ça. Donc ça, on le fait dire à plusieurs reprises. À un moment donné, ils vont interviewer un aliéniste. C'est un peu comme une interview. C'est une interview. À de mon temps, les journalistes écrivaient eux-mêmes leurs articles, le niveau a bien baissé. C'était exactement ce qu'on disait à l'époque, qu'on a dit longtemps d'ailleurs, en opposant une presse française qui aurait été une presse de qualité, recrutant des écrivains, et une presse anglo-américaine qui, elle, serait une presse de la brève, une presse de l'interview, et une presse qui ne serait pas attachée à la littérarité des articles. C'est aussi cette époque qui est expliquée par Valentin. Il essaie de faire, il lui refait la chronologie de l'invention du roman policier. Donc les années 1840, le Chevalier Lupin, les années 1860, l'inspecteur Lecoq de Gaboriau,
les années 1880, le détective Holmes, Sherlock Holmes, inventé par Conan Doyle, et lui, il dit qu'il aimerait bien maintenant, dans les années 1900, on invente un nouveau type de roman policier dont le héros serait le reporter. Ce que va faire, pile cette année-là, Gaston Leroux avec Rouletabille. Il est au café, il explique ça à Léonie qui se moque de lui. Ah, et ce serait toi le héros, quelqu'un comme moi, en tout cas. Ah, les aventures de Valentin reporter, et pourquoi pas, prends-moi un pseudonyme, Valentin, je sais pas moi, Tintin. Ah, les aventures de Tintin reporter, c'est exactement ce qui va se passer. Et puis, là aussi, ça fonctionne, c'est-à-dire que Valentin, lui, il va décider de quitter le journalisme pour devenir écrivain, puisqu'une grande partie de ces faits diversiers, de ces journalistes, ce sont des gens qui auraient bien aimé être écrivains et qui ne le sont pas. Et ils essaient de faire la différence entre ce qui s'était passé autrefois, donc là il explique, hein, le rouge et le noir au départ, c'est juste un fait divers. Stendhal s'est inspiré des crimes de son époque, l'affaire Berthet, l'affaire Lafarge, il a même sous-titré son livre Chronique du XIXe siècle. Certes, dit Léonie, mais Stendhal ne courait pas après les assassins. Il s'est inspiré de ces histoires une fois que les assassins avaient été jugés et exécutés. Ton métier de reporter est très différent. D'ailleurs, il n'existait pas à l'époque de Stendhal. Et Valentin dit, je sais, Marguerite me l'a déjà dit, parce que c'est Marguerite qui lui explique tout, en fait. Enfin, donc, la grosse affaire, une fois qu'on a parlé de l'histoire de la presse, c'est évidemment cette histoire du crime et de la peine de mort. Et là, c'est là que c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire dire aux personnages en quoi cette affaire de 1907, elle a du sens historiquement, ce qu'évidemment, en 1907, les personnages avaient du mal à savoir, puisque le recul n'était pas encore là. C'est là qu'il y a un petit biais, évidemment. Mais ils peuvent dire des choses qu'on disait à l'époque, comme par exemple, si on écoute les livres de la police, dit un des faits diversiers, la criminalité, c'est à cause des juges. Sur 60 000 arrestations annuelles, 8 000 seulement sont maintenues par les juges. C'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. La libération conditionnelle est systématiquement appliquée. Les circonstances atténuantes sont appliquées sans discernement. La guillotine sèche est rarement prononcée. La guillotine sèche, dit un des personnages, la relégation perpétuelle au bagne pour les récidivistes, la loi de 1885. Parce qu'en 1885, comme l'angoisse, ce sont les récidivistes, on décide que tout récidiviste, il va avoir sa peine pour son nouveau crime, et il ira la faire au bagne, ce qu'on appelle la guillotine sèche, puisque ils étaient peu à en revenir. Voilà. Et puis après, il faut expliquer ce qui se passe dans le projet d'abolition de peine de mort. Donc, les deux ivrognes, là, sont au café, et là, c'est expliqué comme on l'explique aujourd'hui, mais comme on pouvait peut-être le dire à l'époque. Hein. Tu peux voir les choses de deux façons. D'un côté, tu peux admettre que les radicaux sont sincères. Les radicaux, c'est-à-dire Clémenceau, Fallières, ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là. Après tout, à part Clémenceau, qui est médecin, les autres sont des magistrats, comme Guyot de Seine, le ministre de la Justice, ou des avocats, comme Fallières. Et d'autre part, considère la vague de grève, ou encore la création du Parti Socialiste autour de Jean Jaurès, il y a 2 ans, la SFIO elle-même. Et là, tu peux raconter une autre histoire. Bon, j'ai pas vu les buts, mais là, effectivement, on peut raconter une autre histoire. Parce que Fallières est un authentique abolitionniste. Clémenceau, sûrement aussi, mais Clémenceau, c'est aussi un gros mal. Il a commencé sa carrière à l'extrême gauche, et en 1907, il est plutôt, disons, au centre-gauche. Et à l'extrême gauche, aujourd'hui, en 1907, il y a les socialistes. Autour de Jaurès en particulier, depuis ce que les socialistes appellent l'aurore de 1893, c'est-à-dire le moment où ils sont rentrés en masse à l'Assemblée nationale. Et sur les questions économiques et sociales, le programme des radicaux, le programme de Clémenceau, c'est à peu près le même programme que la droite. Et d'ailleurs, quand il y aura des grèves l'année suivante, il va les réprimer de façon impitoyable. Donc si il veut continuer à appartenir à la gauche parlementaire, Clémenceau, le projet d'abolition de la peine de mort, pour lui, c'est pas mal. Parce que ça lui permet de s'inscrire dans la grande tradition de la gauche, du vieil Hugo, par exemple, hein, du XIXe siècle, sur ces questions qu'aujourd'hui on appellerait des questions sociétales, des questions de mœurs, et de continuer à avoir une politique qui, sur le reste, n'est pas tellement différente de la politique de la droite. Ça aussi, hein, par rapport à ce que disait Mme Renard tout à l'heure, ça nous parle.
parce que c'est exactement ce que fait notre centre-gauche actuel. Si on prend le Macron de 2017, c'est une politique très progressiste en matière sociétale. Par exemple, l'ouverture de la PMA aux femmes mariées, enfin, ce genre de choses, qui vont le distinguer de la droite, mais sur les questions économiques et sociales, par contre, il doit mener une politique qui est globalement une politique de droite. Clémenceau a la même idée, et il est même un tout petit peu plus pervers en réalité, c'est que dès le départ, il se doute que de toute façon, le projet d'abolition de la peine de mort ne passera pas. Il pourrait passer à l'Assemblée nationale, parce que là, il y a une majorité avec les socialistes, les radicaux, les progressistes, qui pourraient voter l'abolition, mais il ne passerait sûrement pas au Sénat, et on a besoin d'avoir le vote des deux chambres. Donc on explique un peu tout ça, on explique aussi, ça je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire-là, mais tout au long du 19e siècle, une des promenades préférées des Parisiens le dimanche, c'était d'aller à la morgue, à l'Institut médico-légal, et de voir les cadavres. C'était une pratique, alors là ils sont habillés, mais au début du 19e siècle ils étaient nus, ils avaient juste un cache-sexe. Il y a une machine frigorifique, hein, il le dit, là, imaginez l'odeur ici avant l'installation de la machine frigorifique en 1882. Je suis obligé de faire dire à un personnage, vous avez une fameuse mémoire des dates, mon cher Armand, parce que personne ne parle comme ça normalement. Mais moi, je suis dans une collection où je suis censé instruire mon lecteur. Et ils expliquent pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Parce que la plupart de ces morts à la morgue à Paris, c'était des gens qu'on retrouvait noyés dans la Seine. Donc, vous imaginez le cadavre. Et ceux qui étaient exposés, c'était ceux dont on n'avait pas d'identité. Donc on les exposait parce que de cette façon-là, peut-être que quelqu'un est arrivé en disant « Ah, mais c'est Madame Machin » et ça permettait l'identification et donc ensuite de régler un certain nombre de problèmes. C'était même pour ça d'ailleurs que cette visite était recommandée aux enfants. Parce que les enfants sont censés avoir une meilleure mémoire visuelle. Et donc on espérait qu'ils parviendraient à reconnaître davantage les corps. Sauf que, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette affaire en 1907, depuis quelques années, on commence à trouver ça un peu indigne, en réalité. D'ailleurs, on le fait dire à un personnage. Là. Vous voyez comment certains viennent se repaître du spectacle de l'horreur. Cette corruption morale, c'était les termes de l'époque. Et pour le dessiner, d'ailleurs, Hugues a repris une de l'assiette au beurre qui était justement déjà une dénonciation des faits divers. Et de cette idée qu'on est voyeur devant des faits divers. On était aussi voyeur en allant à la morgue. Et en 1907, on trouve que ça suffit comme ça. Et le préfet Lépine prend une interdiction à partir de 1907. On peut aller voir les cadavres, mais si on veut vraiment chercher quelqu'un, on ne va plus en touriste le dimanche. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de la façon dont il travaille, dans chercher ses références, mais un dessinateur, c'est aussi quelqu'un qui, en réalité, produit le scénario. Et il le produit souvent par plein d'idées, évidemment, il crée les personnages, il crée les décors, mais il peut aussi créer des contre-champs auxquels il tient, et auxquels le scénariste n'a pas nécessairement pensé. Par exemple, moi, quand j'écris cette scène, ça se passe dans la rue, on est devant l'appartement de la famille Erbelding, catastrophé par ce qui est arrivé à la petite fille, évidemment. Et Hugues, lui, il avait voulu nous montrer à l'envers. Ces personnages ne sont pas vraiment des personnages. On peut soupçonner que c'est la mère et la tante de la petite Marthe, mais on ne le sait pas. Et lui, il avait envie de montrer ça, parce que derrière cette histoire, il y a de la douleur, et que cette douleur, elle s'incarne, et qu'il voulait les dessiner. Ou encore, ça c'était une idée vraiment géniale qu'il avait eue, une discussion à table autour de la question de la traite des blanches. La traite des blanches, c'est un mythe de la belle époque, cette idée qu'il y a des réseaux qui permettent de récupérer des femmes et les envoyer en Afrique du Nord, en Argentine, en Russie, pour devenir des prostituées. Ce mythe de la traite des blanches à la belle époque, il sert un projet politique qui est celui qui consiste à encarter les prostituées et à les soumettre à une politique réglementaire très forte. Donc évidemment, à table, on proteste. Valentin, qui est toujours un peu bête, dit « Ma chérie, tout le monde en parle de la traite des blanches. » Marguerite, et après, d'abord c'est scandaleux de comparer ça avec la traite des Africains aux Amériques. Et Armand dit « Je reconnais, c'est bien une méthode de journal populaire parce que c'est un bourgeois conservateur, les journaux populaires, ça ne le regarde pas. »
Et puis elle explique ça, que non seulement c'est pas comparable à la traite atlantique, mais que de toute façon c'est une façon plutôt d'encarter les prostituées et de les soumettre à un régime de surveillance. Et Hugues Micole, lui, quand il dessine cette scène, à intervalles réguliers, il montre la bonne, qui est en train de travailler dans la cuisine, ce qui est, puisqu'on est dans l'appartement bourgeois d'Armand et de Léonie, ce qui est une façon de montrer que, bien sûr, ce débat sur la traite des Blanches, ce débat féministe sur la traite des Blanches qui est porté par Marguerite, il existe, mais que les tensions qui traversent la société de 1907 ne sont pas que des tensions de genre, comme on dit aujourd'hui, hein, de sexe, comme on disait autrefois, mais que ce sont aussi des tensions sociales. Et que ça ne les dérange pas, malgré tout, de se faire servir par une bonne. Ou encore, évidemment, le contre-champ, ça permet des images somptueuses, hein, comme celle-ci, où on est dans l'église Sainte-Ambroise au moment de l'enterrement de la petite Marthe. Et c'est vrai, hein, on a les textes qui nous expliquent qu'à ce moment-là, il y a des gens qui se sont étouffés, il a fallu les mettre sur le parvis de l'église, il y avait une calèche, le cheval s'est cabré, il y a eu des blessés. Et lui, moi j'avais fait raconter ça par les personnages qui étaient plutôt dans la foule, et lui, il a préféré le montrer de ce côté-là, de l'intérieur de l'église Sainte-Ambroise. Alors à partir de quelle source on a travaillé, même surtout moi, eh bien essentiellement ça. C'est-à-dire la façon dont le Petit Parisien a raconté cette histoire pendant 10 jours. Je me suis focalisé sur le Petit Parisien parce que c'est lui qui crée ce grand référendum ensuite. Là, vous voyez le premier article sur le Petit Parisien, vous l'avez en haut à droite, la disparition inexpliquée d'une fillette, Marthe Erdeling a-t-elle été tuée, alors que pour l'instant, de fait, elle a été tuée, mais pour l'instant, elle avait juste disparu. Et lui, redessine le journal, y compris d'ailleurs sur la couverture du livre. De la même façon, à un moment donné, le Petit Parisien décrit l'intérieur de chez les Erdeling, assez précisément. Et ce qu'on a décidé de faire, on a une description et un plan, mais on n'a pas de dessin. Mais à partir de la description et du plan, il l'a fait dessiner par Léonie, puisqu'elle est censée être dessinatrice de presse, un peu à la manière des gravures sur bois du XIXe siècle. De la même façon, Léonie, à un moment, dessine le portrait de l'assassin, Soleillant, qui a d'autant plus effrayé les gens à l'époque qu'il avait les yeux pairs, les yeux verrons. Voilà. Ce qui se voyait sur ses portraits. Donc, il explique tout ça. Et alors, à la fin, moi, j'avais l'idée de conclure, avant les départs en train qui donnaient toute la fin de l'histoire, par le grand éditorial du Petit Parisien au moment de l'enterrement de la petite Marthe. L'éditorial s'appelle la peine de mort et la défense de la société. Et où on ressort à ce moment-là tous les arguments des rétentionnistes, hein, tous les arguments qui justifient la peine de mort. Et lui, il a fait un choix qui est assez audacieux, c'est qu'en fait, il l'a dessiné. Donc on a les personnages qui sont dans le train, et si vous voulez lire l'article sur la peine de mort et la défense de la société, de la défense sociale, il faut le lire à partir du dessin, ce qui est aussi une façon de dire que la bande dessinée, c'est même sa caractéristique, c'est d'abord une suite de dessins, et que le texte qui l'accompagne, c'est aussi du dessin. Donc on a truffé notre livre de citations. À un moment donné, Valentin et Armand vont à la morgue, hein, et Valentin dit il y a un mot nouveau pour exprimer un tel genre d'état d'esprit, on dit mentalité. Mentalité, dit Armand, mentalité me plaît. Il y a comme ça des mots nouveaux qu'on lance, mais ils ne durent pas. C'est une citation de Marcel Proust dans La Recherche, qui est un des premiers à utiliser le mot de mentalité. Et moi, ça me plaisait bien de le mettre en évidence, parce que finalement, ce livre d'histoire en bande dessinée, enfin ce livre d'histoire, ça pourrait appartenir à ce genre historiographique qu'on appelle l'histoire des mentalités. Et les citations, vous en avez un autre,
L'aliéniste, quand il est interrogé, j'ai mis dans ces bulles une véritable interview d'aliéniste dans le Petit Parisien à l'époque, mais derrière, je ne sais pas si vous voyez, vous avez à droite Philippe Pinel qui délivre les aliénés de leur chaîne. Philippe Pinel, c'est le grand aliéniste du début du XIXe siècle, celui à qui on doit en particulier la politique des asiles psychiatriques. Et en haut, vous avez Dimfa, qui est la sainte patronne des soignants des maladies mentales. Alors vous allez me dire, il faut le savoir. Oui. Ou encore, quand il nous parle de l'affaire Ménéclou, qui avait intéressé Zola, vous l'avez dit. Armand dit, je pensais à quelque chose qu'écrivait Émile Zola à l'époque de l'affaire Ménéclou. Comment, et il cite, comment les journaux si pudibonds à leur rez-de-chaussée sont-ils si malpropres à leur 3e page? C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait accepter dès l'affaire Ménéclou de dire des choses. Zola racontait qu'il avait commencé un dossier dans lequel il rassemblait les détails des crimes les plus épouvantables. C'est que de Zola, on lui reprochait de faire de la littérature sale. On reprochait au naturalisme d'être quelque chose de sale. Et lui, Zola, il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on lui faisait ce reproche-là, alors que dans les journaux, on racontait l'affaire Ménéclou avec des détails. Alors évidemment, il faut les connaître, ces citations, mais moi je suis un historien conséquent. Donc le livre se finit par 3 pages de notes, dans lesquelles on explique tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça c'est intéressant. Ça n'a pas marché, cette transfert qu'on a fait tout à l'heure. Donc on explique d'où vient la citation de Zola sur l'affaire Ménéclou, d'où vient, quels sont les tableaux qu'on trouve derrière dans les salons de l'aliéniste, et un petit mea culpa, qui est le seul que j'accepte de faire. Parce que j'ai vraiment respecté tout ce que je pouvais respecter de la réalité historique, mais Léonie, en vérité, en 1907, elle ne pouvait pas être illustratrice de presse pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Elle pouvait être dessinatrice, elle pouvait être peintre, elle pouvait être écrivain, mais dessinatrice, illustratrice de presse, travailler avec des hommes journalistes, des hommes graveurs, des hommes patrons de presse. Peut-être qu'on peut en trouver une, mais en fait on n'en connaît pas. Voilà, je vous remercie.